et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h pour parler de la souffrance au travail. Stress, harcèlement moral, burn-out, suicide sur le lieu de travail. Le mal-être au travail gagne du terrain. Les nouvelles méthodes de management sont-elles en cause? Les patrons mettent-ils trop la pression? La souffrance au travail explose-t-elle en période de crise? Est-ce un mal français? Mon invitée, Marie Peset, psychanalyste et psychosomaticienne, va dresser un état des lieux et vous donner des solutions pour vous défendre. Ce soir, vous allez être accueillis au standard par Paul et Jeanne. C'est Fabrice Faugerose qui réalise cette émission. Bien sûr, nous comptons sur vos témoignages au 39 21, par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Marie Peset, bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, vous êtes psychanalyste et psychosomaticienne et c'est important cette formation-là parce que le corps, nous le verrons, est engagé dans le travail. Vous êtes l'auteur de 2 ouvrages. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et là, vous faites un état des lieux de la souffrance au travail, ainsi que travailler à armes égales. 2e ouvrage, souffrance au travail, c'est plutôt vous donner des outils, comment réagir. Les 2 ouvrages sont parus aux éditions Personne. Alors, vous avez été une pionnière en créant la première consultation souffrance et travail à l'hôpital de Nanterre. C'était en 1997. Comment est née cette consultation ? En fait, j'ai travaillé près de 40 ans à l'hôpital de Nanterre en étant psychanalyste dans un service de chirurgie de la main. Oui. Et donc, bien sûr, nous y recevions des accidentés du travail et puis aussi des patients atteints de ces lésions que tout le monde connaît, canal carpien, nigrobin du coude et autres maladies de la main ou du membre supérieur. Et puis, dans les années 80-85, nous avons commencé à voir arriver des patientes particulièrement épuisées, fatiguées, des femmes qui occupaient des postes de femmes de ménage en milieu industriel, de cantinières dans des écoles, de caissières dans les supermarchés. L'hôpital de Nanterre est dans le 92, c'est le département le plus riche de France. Et puis, c'est aussi le département où les catégories socio-professionnelles sont les plus diverses, des cadres supérieurs aux métiers les plus déqualifiés. Et ces femmes arrivaient dans des états d'épuisement en me présentant bien sûr ce canal carpien si banal. Les chirurgiens les opéraient, elles revenaient 3 mois après, elles avaient récidivé. Et donc mes pauvres chirurgiens s'arrachaient les cheveux en se disant ça y est, on est devenu très mauvais. Et moi je leur disais non, je pense qu'il se passe quelque chose que nous ne comprenons pas dans le monde du travail, car ces femmes décrivent un travail certes répétitif, mais aussi dans un climat de pression morale. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai contacté Christophe Dejour, qui dirige la chaire psychanalyse, santé et travail au CNAM, que je connaissais par l'Institut de psychosomatique, et à qui j'ai dit au téléphone, je comprends pas ce que ces femmes ont, mais ça n'a rien à voir avec leur psychologie individuelle, c'est quelque chose qui vient de la manière dont elles travaillent. Voilà comment, alors que l'équipe ne connaissait pas les mots. Et c'est rare pour une psychanalyste cette approche, parce qu'en général, le psychanalyste va s'intéresser au psychisme, à l'imaginaire, au fantasme, mais très peu au réel finalement. Alors que vous, là, d'emblée, vous situez le problème dans le cadre même de l'organisation du travail. Vous savez, quand on est psychanalyste en chirurgie, le réel, il est là. Hein, les corps abîmés, les mains blessées, coupées par la machine. Le réel, il est là tout le temps. J'ai toujours été fascinée par cette jonction justement entre la réalité psychique et puis les autres réalités, parce que qui s'exprime très bien dans vos livres. Oui, d'ailleurs. oui, on voit oui. très bien ce lien. Ça veut dire que dans cette consultation, vous receviez, si je comprends bien, plus de femmes que d'hommes? Non, je recevais autant d'hommes que de femmes, mais l'épuisement des femmes me frappait. J'ai compris beaucoup plus tard, avec les outils que donnent les sociologues Daniel Kergoat ou Elena Hirata sur la division sexuelle du travail, que si ces femmes épuisées attiraient mon regard, c'est parce que
dans la hiérarchie des métiers en France, les travaux déqualifiés liés au ménage, à la prise en charge des patients, des enfants, des vieillards, sont réservés aux femmes sans trop de formation. Non pas parce qu'elles sont moins bonnes qu'à faire d'autres métiers comme ceux des hommes, mais parce qu'on leur attribue des vertus naturelles qui seraient celles des femmes et que donc elles n'ont pas besoin de suivre des formations pour exercer ces métiers-là. Et donc tendanciellement, c'était elles qui étaient en première ligne pour présenter ces états d'épuisement. D'autant que d'après ce que vous dites, du coup, comme on considère qu'elles n'ont pas besoin de formation puisqu'elles ont une aptitude innée, naturelle, c'est un travail presque invisible. C'est un travail doublement invisible. Vous savez, de toute façon, c'est quelque chose qu'il faut dire aux auditeurs qui écoutent, parce que c'est probablement une des premières difficultés autour de la souffrance au travail. Le travail bien fait est invisible. Le travail bien fait ne se voit pas. Et nous sommes dans un pays où du coup les managers ne pensent absolument pas à reconnaître le travail. Quand une journée de travail se passe bien, ils ne penseront pas à dire à leurs équipes si tout a bien tourné, c'est grâce à vous. Ils penseront que la procédure a bien fonctionné. C'est très juste. Beaucoup de salariés se plaignent, on ne valorise jamais leur travail quand il est bien fait. Ils n'entendent parler de leur direction, de leur hiérarchie, que quand il y a un problème. C'est le travail raté qui se voit. Mais le travail raté n'est pas forcément du travail mal fait. C'est juste que, quand on est sur le terrain tous les jours et qu'on se coltine la rencontre avec le réel et avec le monde, là, vous savez, les fiches de poste, les procédures, les règlements, on en vient vite à bout et on se retrouve avec de grandes difficultés. Et il faut puiser dans ces trésors d'intelligence personnelle pour arriver à dépasser ce que le travail réel vous donne à résoudre. Mais c'est aussi comme ça, dans l'effort, dans la difficulté et dans l'échec, que chacun d'entre nous, en travaillant, arrive à élargir ses compétences et donc à se produire soi-même. C'est toute la richesse du travail. Est-ce que ces troubles ont évolué au fil du temps? C'est-à-dire entre l'ouverture de la consultation et la fin de cette consultation de 2008. Oui, qu'est-ce qui a changé? Depuis 4 ou 5 ans, alors j'ai envie là aussi de régler son compte à la crise tout de suite, parce que la crise, ce mot-là, on l'entend depuis 30 ans. Oui, je posais la question en disant est-ce que c'était une crise qui dure aussi longtemps, c'est un état chronique, structurel, qui a bon dos pour expliquer la radicalisation managériale ou la radicalisation des situations dans le monde du travail. En fait, au fur et à mesure que la situation et les conditions de travail se sont radicalisées, on a vu apparaître dans les consultations depuis environ 4-5 ans ce que nous appelons les crises psychiques aiguës et que probablement les gens appellent sur le terrain les pétages de plomb. Les gens qui se tapent dessus, les gens qui veulent se jeter par la fenêtre, les gens qui veulent tuer leur N+1, les gens qui font des crises de nerfs. N+1 le supérieur hiérarchique. Voilà. Les gens qui font des crises de nerfs, il faut appeler les pompiers parce que voilà. Ça se multiplie, ça. Oui, bien sûr. Est-ce que parce que la violence aussi au travail se multiplie? Alors, la violence dans le monde du travail? La violence fait partie des pétages de plomb. La violence, c'est une des pathologies qu'on rencontre. Il y a plusieurs versants de pathologies dans le monde du travail. On en reparlera au fur et à mesure que les auditeurs vont peut-être appeler. Oui, ils sont là déjà. Oui, sûrement. Je vous rassure, il y a beaucoup d'appels au 3921. Il y a tout ce qui concerne le fonctionnement psychologique, il y a tout ce qui concerne le corps au travail, mais il y a les comportements au travail. Et là, la violence, elle a grimpé partout. Violence entre collègues, violence contre l'outil de travail, violence contre l'encadrement, violence de l'organisation contre les salariés. Mais comment expliquer l'augmentation de cette violence? On vit dans une société de plus en plus violente. Est-ce que non, je pense que les organisations du travail se sont tellement accélérées, intensifiées, densifiées comme on dit, c'est-à-dire qu'on est tous obligés de faire plusieurs choses en même temps. On a tous plusieurs trucs sur le feu. On passe d'une tâche à l'autre sans arrêt. Que tous les seuils
fauteuils physiologiques, cognitifs, psychiques de l'être humain sont pulvérisés. Un être humain ne peut pas tenir la cadence d'un coureur de 60 mètres qui ne court que 10 secondes, et même pas, toute la journée. Et donc, il est dans un état de crise de nerfs permanent. Vous savez, il y a même des usines maintenant où la cadence est telle que les ouvrières font des crises de nerfs. On les ramasse, on les met sur des brancards au fond de l'atelier, on leur file un quart de benzodiazépine pour ne pas faire de publicité à aucun médicament. Et quand elles se sont calmées, elles reprennent leur place sur la chaîne. Oui, vous en parlez de ce cas dans votre livre. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et c'est effrayant de cynisme. On voit que jusque dans l'organisation du travail, la crise de nerfs même est prévue. Oui, mais il y a des crises de nerfs dans les centres de tri à la Poste, il y a des crises de nerfs dans beaucoup d'endroits, parce qu'on demande toujours plus aux salariés français. Ce salarié français qui est quand même 3e en productivité horaire au rang mondial. Oui, c'est important de le dire parce que c'est pas ce qu'on... c'est dit de temps en temps, mais on relève plutôt que on serait peut-être un peu feignant. On est un peu paresseux, on pense qu'à ses congés, à ses RTT. Or, c'est faux. Le salarié français est probablement le plus engagé dans l'envie de faire du bon travail. Les derniers sondages le montrent, à 80%, le français aime aller travailler. Encore une fois, il est 3e en productivité horaire derrière la Norvège et les États-Unis. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que la plupart des salariés français aiment leur travail, mais en même temps, la souffrance, elle est en explosion. Mais est-ce qu'il n'y a pas, vous disiez, on peut plus parler de crise, en tout cas se réfugier derrière le concept de crise, derrière cette réalité, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, vu l'ampleur du chômage, la peur de perdre son emploi, est-ce que ça explique pas aussi certains mécanismes de soumission ? Ah complètement, mais vous savez, la peur de perdre son emploi, c'est le mot que j'entends en boucle dans ma consultation depuis les années 95, quand j'ai commencé à recevoir ces salariés. Et nous n'en étions pas à ce taux de chômage. Donc je pense qu'il faut plutôt regarder ce qui se passe comme un éventail, avec à un bout ceux qui n'ont plus de travail, à l'autre bout ceux qui en ont un, peut-être en CDI, mais que Daniel Linhart, qui est sociologue, décrit très bien comme des précaires subjectifs, parce que on entretient la précarité subjective de celui qui a un travail, y compris du fonctionnaire, en le houspillant, en le déstabilisant sans arrêt, justement, dans son travail. Oui, j'allais vous demander, est-ce que ça touche de la même façon les salariés du secteur public, ceux du secteur privé, partout? Les organisations du travail sont matricielles, elles sont les mêmes absolument partout, elles sont décidées dans des cabinets de consultants, elles sont achetées clé en main par les petites et moyennes entreprises qui n'ont certes ni le temps ni les moyens de les faire fabriquer sur mesure. Et puis dans le public, on a vu rentrer comme des bulldozers les mêmes systèmes, le même lean management, les mêmes grandes organisations du travail. Alors justement, matricielles. Vous en parlez, vous vous êtes penché sur des manuels, des guides de management et vous avez été horrifié par ce que vous avez pu lire dans ces guides que vous avez pu vous procurer. J'imagine que ça n'a pas été facile parce que ça reste normalement très interne. Les salariés nous les ont apportés dans les consultations en nous disant surtout, vous dites pas que c'est moi et vous citez pas le secteur professionnel parce qu'autrement ça se saura. Mais très vite, nous avons eu accès à ces guides de management internes, faits dans des formations internes, pas celles qui sont étiquetées comme officielles, où on évoquait beaucoup ce qu'on appelle la théorie du chaos, le fait qu'effectivement notre économie désormais est une macroéconomie qui est pilotée par l'aval, c'est-à-dire qu'on met le salarié en contact direct avec le client et l'usager, et qu'il est en prise directe avec ce client roi qui veut tout de suite, et il n'a plus d'intermédiaire, de paravent, de protection. Mais c'est de notre responsabilité à tous, parce que nous-mêmes, nous sommes clients. Et c'est vrai qu'on constate de plus en plus cette ère du client roi. Souvent, c'est ceux qui rouspètent le plus, que l'on gratifie le plus. Là aussi, vous dites, si vous allez, je sais pas, dans un hôtel, dans un restaurant, vous dites que c'est très bien, tout va très bien, mais voilà. Mais c'est celui qui va ouvrir sa gueule pour parler, qu'on va presque récompenser. Enfin, on va... Oui, mais je crois que c'est
il serait temps peut-être de se souvenir, si on est un consommateur, qu'on est aussi un salarié. Quand on passe par exemple la porte d'un magasin de vêtements, bien sûr il y a une cellule électrique qui vous enregistre comme nouvelle acheteuse potentielle. Du coup, toutes les vendeuses ont un panier de tant d'euros à vendre. Les magasins sont reliés entre eux, puis reliés à la comptabilité centrale, ce qui fait que en temps réel, on peut suivre les ventes magasin par magasin. Oui. À l'intérieur des magasins, les responsables peuvent suivre en temps réel les performances des vendeuses et les titiller. Dans les grands magasins d'électroménager, il y a des peak flow dans des pièces où le chef d'équipe peut surveiller que tel vendeur représenté par une pastille bleue fait tant de ventes pendant que l'autre avec sa pastille rouge ne fait plus rien depuis une heure. L'informatique a complètement changé la donne aussi par rapport à ça. Les nouvelles technologies informatiques ont créé une instantanéité extrêmement persécutoire pour le salarié qui est évalué en temps réel, parce que c'est ça que ça signifie. Oui. C'est une évaluation en temps réel, ce qu'on appelle le reporting dans la neuve langue des entreprises. Et ce reporting, il s'est évidemment répandu absolument partout, mais vous imaginez bien qu'être évalué seconde après seconde, pour un salarié, c'est effroyable. Du coup, ça vient rendre encore plus insupportable pour le chef d'entreprise les temps de pause, qui autrefois étaient quand même tolérés avec bon sens. Maintenant, quand un salarié est là, la tête sur la main, les chefs d'entreprise me disent, je ne peux pas le laisser comme ça 20 minutes à rien faire. Et je peux passer des heures à leur expliquer que quand un salarié a beaucoup travaillé, a démarré son travail du matin, etc., il a peut-être besoin d'une pause pour ranger dans sa tête et organiser des opérations mentales que lui, de l'extérieur, ne voit pas, parce que penser, c'est encore invisible, mais dont le salarié a besoin pour faire du travail correct. On va marquer une petite pause, Marie Peset, et juste après, nous accueillerons les premiers auditeurs qui sont avec nous au 39 21. Vous êtes sur Europe 1 et je suis en compagnie de Marie Peset, psychanalyste et psychosomaticienne, et nous parlons de souffrance au travail avec Maëlys. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Merci d'être avec nous. De rien. Alors, qu'est-ce qui se passait dans votre travail pour vous, Maëlys ? Alors en fait, j'ai eu une supérieure hiérarchique pendant 4 ans. Au départ, ça se passait très bien, elle était très agréable, pas de problème. Donc on a sympathisé, c'était pas mal. Et puis je travaillais avec toute une équipe et progressivement, elle a pris tous les pouvoirs, refusant de déléguer quoi que ce soit. Donc j'en suis arrivée, moi, je travaillais avec toute l'équipe, j'en suis arrivée à travailler qu'avec elle. Donc uniquement en rapport avec mon supérieur hiérarchique. Et progressivement, au départ, je suis assistante administrative en fait. Oui. Et au départ, je faisais un peu de tout. Je faisais ce que fait une assistante administrative, des courriers, des affiches, des relations avec la clientèle, un peu de tout. Et j'en suis arrivée progressivement, elle m'a amenée à ne faire que de la saisie au kilomètre. C'est-à-dire que je suis arrivée, que mon métier a rétréci, et j'en suis arrivée à devenir opératrice de saisie. Et quand je le lui disais, elle me disait, mais non, tu mens, tu dis des bêtises. On en est arrivé à des conflits sans arrêt. Et c'est maintenant que je ne l'ai plus sur le dos que je me rends compte de certaines choses, et notamment qu'elle se débrouillait chaque fois que j'étais en conflit avec elle, pour qu'on soit que toutes les deux. Et comment se fait-il, vous dites que vous ne l'avez plus sur le dos, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez changé de service ? Non, je n'ai pas changé de service, c'est elle qui a été amenée à partir du service. Voilà. D'accord, donc, vous savez pour quelle raison ou... Oui, elle est partie à la retraite, tout simplement. Ah bon ? Voilà. Vous respirez, vous ? Oui, alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, ça a été l'euphorie, parce que j'ai eu vraiment la sensation de sortir de prison. Mais carrément, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Oui. Et donc, ça a été l'euphorie complète, parce que je tombe sur une équipe qui accepte que je fasse mon métier, tout simplement.
Vous avez retrouvé le travail, vos responsabilités. Voilà, j'ai retrouvé mes responsabilités, tout à fait. Par contre, je suis très très étonnée, c'est qu'au bout de 4 mois, vous me direz, ça fait peut-être pas assez longtemps encore, mais j'ai l'impression qu'elle est encore là, ma chef. Marie Peset, je vous vois acquiescer là. Vous ne semblez pas surprise que même après le départ, Maëlys reste très perturbée Ah oui, complètement, oui. Par ce qui s'est passé. Bonsoir Maëlys. Bonsoir. Non, je ne suis pas étonnée parce que vous avez quand même subi pendant 4 ans. D'abord, on a vidé votre poste de travail comme une peau de chagrin, jusqu'à vous transformer en robot et à déqualifier tout ce que vous faisiez, puis à tout contrôler. C'était un huis clos sûrement extrêmement étouffant. Je vous demanderai après peut-être s'il y a quand même des gens qui sont venus à votre aide, mais il est évident que peut-être ça vous ferait du bien d'aller parler de tout ceci, parce que on finit par imprimer un persécuteur interne quand on a subi ce type de situation pendant de longs mois, et là pendant 4 ans, et 4 mois ça ne peut pas suffire. Vous vous êtes contrôlé, vous vous êtes contrefaite probablement pendant des années pour arriver à tenir, et vous n'allez pas vous délester de se tenir si rapidement, même si fort heureusement là l'ambiance est bonne et que vous avez retrouvé toute la variété de vos tâches de travail. Mais si vous en rêvez la nuit de cette femme, si vous avez l'impression qu'elle est encore là, au fil du temps, si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, n'hésitez pas à aller dans une des consultations Souffrance et Travail. Vous trouverez la liste sur le site internet souffranceettravail.com. Il y en a partout en France, il y en a 34. Elles sont prises en charge par la sécurité sociale. Quelquefois, un seul entretien suffit pour qu'on arrive à bien comprendre la problématique. Est-ce que là où vous êtes, il y a un médecin du travail ? Oui, j'ai un médecin du travail, il m'est même arrivé de lui en parler. Et alors, qu'a fait le médecin du travail ? Alors, en fait, au niveau du médecin du travail, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, j'ai un collègue qui est au CHSCT, qui a été très étonné chaque fois qu'il me voyait, quand il me demandait « ça va ?» Je disais « non ». Jusqu'au jour où il s'est arrêté, il m'a dit « bon, tu t'assieds là et tu me dis qu'est-ce qu'il y a ?» Et là, je lui ai dit, c'est au travail que ça va pas. Et là, je lui ai expliqué et lui est intervenu. Donc, alors, comment précisément, je ne sais pas, mais à partir de là, mon supérieur hiérarchique, on n'a plus travaillé ensemble. C'est-à-dire qu'elle, elle faisait son truc, moi, je faisais mon truc, et on a passé les 3-4 derniers mois qui restaient à travailler, où elle était encore là, à travailler sans se côtoyer, quoi. Vous voyez, c'est important ça, parce que ça montre bien, il y a dans l'entreprise des acteurs qui sont là pour aider autour de ce qu'on appelle dans l'entreprise plutôt les risques psychosociaux, tout ce qui est lié à la souffrance morale. Alors, c'est important que vous disiez ça, parce qu'il faut que les auditeurs qui nous écoutent sachent bien qu'il ne faut pas essayer de tenir sans en parler. Le médecin du travail est là pour qu'on lui en parle, les délégués du personnel, les membres de CHSCT quand il y en a, et il y en a dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et qu'autrement, il faut aller consulter à l'extérieur. Parce que vous voyez, ce membre de CHSCT a dû faire remonter au service RH ou dans la ligne hiérarchique que cette femme était en train de vous rendre malade, et on a dû lui remonter les bretelles. Et puis surtout, elle n'a plus eu de position hiérarchique vis-à-vis de vous. Alors c'est important ce que vous dites, Marie, de ne pas chercher à tenir, parce que moi j'ai en tête des témoignages comme ça d'auditeurs qui m'ont appelé et qui disent que même s'ils sont à bout, ils disent être au bout du rouleau, mais surtout non, ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ont l'impression d'être dans une spirale infernale. Donc vous dites le contraire, au contraire, ne pas chercher à tenir à tout prix. Il ne faut pas chercher à tenir à tout prix, essentiellement pour une raison très psychosomatique. Vous savez, on va travailler tous les jours, 8 heures ou plus par jour. Puis de toute façon, même quand on n'est pas au travail, le travail, ça nous travaille dans la tête la nuit, ça nous empêche de dormir. Quand on est au travail et qu'on est maltraité comme ça par un management un peu trop dur ou productiviste ou qui ne réfléchit pas suffisamment, on n'ose pas répondre, et puis on ne peut pas répondre, autrement c'est une faute disciplinaire et on vous licencie encore plus vite. On peut pas démissionner parce qu'on perd ses droits sociaux,
dans la fonction publique, muter, c'est pas si simple. Et donc, on est dans une forme de piège sans le vouloir. Et ce piège, il va malheureusement générer des symptômes très très rapidement. Donc il faut pas se dire qu'on va être plus fort, il faut pas se dire qu'on a de l'endurance ou qu'on n'a pas le choix puis qu'on va y arriver. Bien sûr, les leviers de soumission existent pour nous tous. Il faut aller demander de l'aide. Dans la vie, les situations d'injustice sont très fréquentes. On va pas vous dire que l'injustice n'existe pas au travail. L'essentiel est de ne pas les traverser seul. La plupart des maladies liées au travail sont des maladies de l'isolement et de la solitude. C'est quand on essaye de tenir tout seul qu'on tombe malade plus vite. Mais alors, quand vous parlez, moi c'est ce qui m'a frappé dans votre livre, dans les cas que vous montrez, toutes ces personnes sont très seules. Et là, j'ai envie de dire, on a tous une part de responsabilité par rapport à ces personnes. Ce qui sont en souffrance sont nos collègues. Donc, il y a un silence parfois assourdissant de tous les collègues ou la personne qui souffre, qui est humiliée, elle est en plus isolée. Mais oui, regardez Maëlys, il y avait 10 collègues autour. Pourquoi est-ce qu'aucune n'est intervenue, n'est allée dire que ça n'allait pas? Je comprends que nous avons tous peur de perdre notre travail et que cette peur, bien évidemment, nous muselle. Mais c'est pas parce que nous n'avons pas osé dans une réunion où quelqu'un était maltraité intervenir bruyamment qu'en sortant de cette réunion, on ne peut pas mettre la main sur l'épaule de cette personne et lui dire écoute, moi aussi j'ai peur de perdre mon travail, donc je me suis écrasée. Mais je suis pas d'accord avec la manière dont on t'a traité. Donc tu n'es pas seule et je vais t'accompagner chez le médecin du travail ou chez le délégué du personnel ou voir un membre du CHSCT. Je dirai ce qui s'est passé. Je suis avec toi, je suis à tes côtés. Seulement, on voit bien comment ces organisations du travail, vous le savez, cassent les équipes de travail, cassent la solidarité, le vivre ensemble. Oui, les délocalisent, les font changer. Il y a des restructurations sans arrêt, des changements d'équipe, des changements géographiques. Et donc, les collectifs n'ont plus le temps de se constituer et de constituer les ripostes qui pouvaient exister comme autrefois dans le milieu ouvrier. Maëlys, est-ce que vous avez rencontré du soutien de la part de certains de vos collègues? Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un collègue qui m'a aidé à tenir le coup et qui m'a dit on connaît la situation, on peut pas changer grand-chose parce qu'il se trouve que mon supérieur hiérarchique était dans l'entreprise depuis plus de 30 ans. Enfin, il y a tout un historique, etc. Qui a fait que ils n'osaient pas trop intervenir ou ils savaient pas trop comment faire. Mais il m'a soutenu, il m'a dit tiens le coup, bientôt elle s'en va. Nous on compte sur toi, on sait que tu es capable de travailler et c'est ça qui m'a aidé. C'est vrai que ça m'a énormément aidé. Et il m'a dit quand tu craques, surtout t'hésites pas, tu m'appelles. Et oui, on le voit bien, l'importance d'être entouré. Voilà, Et les fois où j'ai été en conflit, parce que on a eu des conflits. Moi, j'en serais venue où même, avec ma chef, carrément. Ça n'a jamais été jusque-là. Je me suis retenue, mais enfin, verbalement, c'était très fort. Mais enfin, on voit bien que vous avez été très éprouvée et comme vous le conseillez, Marie Peuzet, ça serait bien de vous tourner vers une des consultations nombreuses. Maintenant, vous dites 31, 34 de travail, de souffrance au travail. Il ne s'agit pas de faire une psychothérapie longue, Maëlys. Il s'agit vraiment peut-être de juste, raconter toute cette histoire suffisamment longtemps et suffisamment à fond pour que vous puissiez tourner la page. Merci beaucoup Maëlys d'avoir témoigné ce soir et bon courage pour la suite. Bonsoir Maëlys. Bonsoir Maëlys. Au revoir. Beaucoup d'appels qui arrivent ce soir au 39-21 qui montrent qu'il y a un vrai problème, un vrai souci. Et nous accueillons tout de suite Maude est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Maude. Bonsoir. Je voulais témoigner parce que moi je suis en arrêt suite à un burn-out depuis le mois de janvier. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah pardon, excusez-moi. Je suis commerciale, donc beaucoup de routes et beaucoup d'objectifs de plus en plus irréalisables. D'accord. Et étant une perfectionniste. Toujours à en faire plus, toujours rentrer dans un circuit où je n'arrivais plus du tout à déconnecter, que ce soit en rentrant du travail, le dimanche des crises de panique parce que le lendemain fallait y retourner.
une reconnaissance zéro, des résultats qui sont de plus en plus hauts, mais une reconnaissance qui va à l'opposé. Oui. Et donc jusqu'au mois de janvier où ça faisait 1 an que je tirais le signal d'alarme avec mon supérieur, que je disais là ça va pas, j'en peux plus, ça peut pas continuer comme ça. Les objectifs étaient, vous pointiez, c'est que les objectifs qui vous fixaient étaient irréalisables? Oui, complètement. Sa réponse, c'était quoi alors? La réponse jusqu'au mois de décembre a été mais si, regarde là encore un petit peu, enfin voilà, c'est toujours mais si c'est possible, c'est pas grand chose. Mais le problème c'est qu'on n'avait pas une vision par rapport aux autres collègues, donc on n'arrivait pas à se situer. Pourquoi? Parce que vous ne pouviez pas échanger entre vous? Il y avait... Si, mais le problème c'est que les objectifs déjà ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Enfin, d'accord. Tout était un petit peu fait pour qu'on ne sache pas trop. Jusqu'à la fin d'année où là il y a eu une réunion où les résultats ont été présentés par chef de secteur, et qu'à ma grande surprise, je me suis rendu compte que ce qu'on me demandait, c'était presque 2 fois plus que ce qu'on demandait à certains. Et que donc là, ça a été la grosse claque, parce que même ce que je réalisais, c'est même pas ce qu'on demandait à certains de mes collègues. Donc je me suis plus. Pourquoi on vous demandait plus à vous? Parce que toujours à faire plus, on me demande plus, mais je le fais parce que voilà, si j'atteins pas mes objectifs, pour moi c'est. Mais vous êtes très perfectionniste aussi, c'est ce que vous disiez, c'est dans votre personnalité. Exactement. Et il l'a bien compris, je pense, et voilà, j'ai laissé faire aussi. Maintenant, pardonnez-moi, Marie Peset, Maude nous dit que elle ne pouvait pas s'évaluer par rapport aux autres collègues, mais il y a des dirigeants qui n'hésitent pas à mettre en compétition, au contraire, leurs salariés. Oui, mais sans chiffrer, sans donner des chiffrages d'objectifs. Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, Maude, c'est que il ne faudrait pas que votre environnement ou votre hiérarchie essaye de vous faire croire que c'est votre conscience professionnelle, votre perfectionnisme qui vous ont fait dépasser la ligne. On vous a demandé des objectifs irréalisables parce qu'on a essayé de presser le citron tout simplement, et dans tous les secteurs commerciaux, c'est ce qu'on fait. On demande beaucoup en espérant avoir à peu près. Vous avez donné énormément. Je pense que pour vous découvrir qu'on vous avait demandé autant alors que peut-être ça n'était pas nécessaire et qu'on ne demandait pas aux autres a dû être une claque terrible. Et je voulais vous demander, est-ce que c'est à ce moment-là que vous vous êtes effondré? Alors, très peu de temps après, c'est-à-dire que cette réunion a eu lieu avant les fêtes de fin d'année. Oui. Et après les fêtes, et mi-janvier, lors d'un entretien d'évaluation d'objectifs et pour une broutille, mais j'ai pu supporter. Et lors de l'entretien, je me suis levée, je suis partie, quoi. Est-ce que ces situations se multiplient de burn-out dans le monde du travail? Comment y remédier? Partout dans le monde des étudiants, absolument partout. Des grandes écoles? Oui, bien sûr. Parce que même à l'université, les demandes sont excessives par rapport à ce que les gens peuvent fournir. Burn-out, vous pouvez rappeler bien ce que ça signifie? En fait, c'est un psychiatre américain qui tenait une clinique bénévole pour des toxicomanes et qui s'est rendu compte que en enchaînant comme ça les journées et puis les nuits à s'occuper bénévolement de ces gens qui n'allaient pas bien, qui de surcroît demandaient un engagement très fort, il finissait par présenter les mêmes symptômes et par être cramé, burn-out. Il s'en est aperçu en se filmant et en s'enregistrant, et il a découvert qu'il était dans le même état d'épuisement moral, physique, d'hébétude que ces toxicomanes. Oui, normalement, c'était réservé aux soignants, ce terme-là, à ceux qui s'occupaient des autres. Ce qui est intéressant, c'est que c'était réservé aux métiers où, soi-disant, l'investissement était très fort.
Et on pensait que les soignants, par leur investissement excessif, se perdaient dans cette affaire. Or, si on rejoint l'hypothèse que j'émettais tout à l'heure, que le salarié français est un salarié particulièrement zélé et investi dans son travail, et qui surtout veut faire du beau travail, et qui en ce moment souffre de faire du travail en mode dégradé, si on rejoint cette hypothèse, on se rend compte que si le burn-out touche tout le monde, d'abord c'est que le travail s'est trop intensifié, trop accéléré, qu'on est dans ce contexte managérial négatif où le salarié démarre le lundi matin aux fautes prescrites parce qu'on lui a fixé des objectifs qu'il ne peut pas atteindre. C'est ce qu'on va décrire un jour comme le syndrome du pas à jour. Vous vous couchez pas à jour, vous vous levez pas à jour, vous vous recouchez pas à jour de votre travail puisque ce qu'on vous donne c'est trop par rapport à ce que vous pouvez faire. Et donc vous êtes toujours dans ce sentiment d'être en faute. Sauf que la faute est prescrite par l'organisation du travail. Mais nous sommes ainsi faits, l'être humain, que nous nous sentons toujours coupables de ce qui nous arrive. Et donc, surtout quand on est consciencieux et perfectionniste, comme Maud, on a l'impression qu'il faut faire encore plus, qu'il faut y arriver, parce que là, on va obtenir les compliments, la reconnaissance. Or, le management français a cette sale habitude de ne jamais donner de compliments, de ne jamais être dans la reconnaissance, d'être dans l'entretien de cette précarité subjective. C'est propre à la France. C'est propre au management français. Allez, on rentre en septembre, on va remettre un petit peu la pression. Allez, on est avant les vacances, on va les secouer un petit peu. Ah, un entretien d'évaluation, vous avez fini vos objectifs au mois d'octobre, on va vous en recoller 20% de plus pour l'année suivante. Comment on en sort? Parce que quand Maud est dans cet état d'épuisement, la physique et psychique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, je voudrais d'abord lui dire que il faut rester en arrêt maladie le temps nécessaire, mais que l'arrêt maladie, à lui tout seul, ne suffit pas. Qu'il faut être suivi, qu'il faut comprendre. Je suis suivie, je vois une thérapeute toutes les semaines. D'accord. J'ai mon médecin traitant qui est très, très présent. Par contre, vous donne des médicaments? Oui, je suis sous antidépresseur. D'accord. J'ai aussi pour les crises d'angoisse. Oui, bien sûr. Par contre, justement, par rapport à ça, mon médecin traitant, qui me connaît bien, et quand il m'a vu dans cet état-là, il a voulu rentrer en contact avec la médecine du travail. Oui. Le problème, c'est que, étant commercial, la société est à un endroit, moi, je suis à un autre endroit. D'accord? Donc, quand il s'est rapproché de la médecine du travail de la région, on va dire, de ma société, il s'est pris un gros vent. Ça a été, oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne-là. Voilà. Bon. Du coup, il s'est rapproché de la médecine du travail du lieu de mon habitation, qui lui a dit oui, je l'ai déjà vu, mais mais moi, je sais pas, la société, je la connais pas et tout. Et donc, ça a été l'échec total. Alors, si je peux me permettre de vous donner un conseil, demandez à votre médecin traitant de vous prescrire un examen neuropsychologique. On peut les passer, ces examens neuropsychologiques, dans tous les CHU en France. Ce sont les neuropsychologues qui font ces examens. Ça coûte 40 €. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça n'est pas cher. Et grâce à ces examens, on peut aboutir à un diagnostic de surmenage. Ça sera en français, c'est normal. Ça peut vous permettre auprès de votre entreprise d'objectiver le lien entre votre état et le travail. Dites à votre médecin traitant qu'il faut qu'il écrive aux deux médecins du travail en question la même lettre en copie, et que si ça ne suffit pas, il faut qu'il contacte le médecin inspecteur régional du travail. Tout ceci est expliqué sur le site sous Redonnez-le ce site parce qu'il est vraiment très bien fait, en plus selon les secteurs. Il y a un guide pour le salarié, mais il y a aussi un guide pour le médecin traitant. Donc il y a là toutes les notions à connaître et les jonctions à savoir. Et puis vous pouvez aussi alerter l'inspection du travail, Maud. L'inspecteur du travail est là pour vous écouter. L'inspecteur du travail, c'est quelqu'un qui va régulièrement dans les entreprises assister au CHSCT. Si un salarié est allé le voir pour dire voilà moi de quoi je souffre, voilà quelle était l'intensité de mon travail, comment on me faisait travailler,
Il n'est pas obligé d'évoquer votre cas, il est soumis au secret professionnel. Si vous ne voulez pas qu'il parle de vous, il n'en parlera pas. Mais si on vous traite comme ça veut dire qu'on traite aussi les autres comme ça. Et quand il ira au CHSCT, il sera attentif à soulever cette question sans prononcer le nom de qui que ce soit. C'est important là de rappeler qu'il y a quand même des instances de contrôle, que le salarié n'est pas démuni. Mais est-ce que finalement on ne connaît peut-être pas assez nos droits ? Non, le salarié français est un salarié qui n'est pas averti. C'était d'ailleurs le but du second livre que nous avons écrit avec Maître Rachel Saada et avec le docteur Nicolas Sandré, qui est médecin inspecteur du travail, parce que nous nous sommes rendus compte que les salariés français allaient travailler la fleur au fusil. La fleur au fusil, voilà, mais sans se rendre compte qu'ils pénétraient dans un monde de droits, qu'ils avaient d'ailleurs des droits et des devoirs, qu'il y avait une législation tout entière d'origine européenne, qu'on arrête de dire que le Code du travail français est trop épais. À 80%, il est issu des circulaires européennes, qu'il y avait une médecine du travail, qu'il y avait des acteurs dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Seulement, si on ne les connaît pas, on risque pas de leur demander ce qu'ils peuvent faire pour nous. Prenez soin de vous, Maude. Merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir. Reposez-vous surtout. Reposez-vous. Oui. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et nous sommes maintenant en compagnie de Jacques. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Madame Peset. Bonsoir. Et puis bonsoir à tous les auditeurs. Alors vous avez travaillé sur un système d'espionnage informatique ? Espionnage, c'est... Ah, c'est ce que je vois sur votre fiche. Oui, mais... en fait, c'est pas le but en soi, mais ça permet d'espionner, éventuellement. Mais qui vous demandait cela dans votre... L'employeur. En fait, cette boîte, c'est une des plus grosses boîtes, des plus gros employeurs de France. On est à peu près plus de 250 000. Pas la cité, surtout. Vous ne la citez pas, hein, c'est ça. C'est ce qu'on vous dit de ne pas la citer. Hein. Non, mais... Non, mais je vous demande, peu importe, je vous demande de ne pas citer l'entreprise. J'en parlerai pas, elle fait assez parler d'elle en ce moment. Et donc, moi, dans mon service, on est un peu comme, disons, site pilote. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on teste tout à peu près en version locale avant de faire un déploiement national. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fait pas. Et donc, dans mon service, c'est un service informatique et on partait en déplacement pour aller dépanner un peu partout. Et on avait une sorte de téléphone portable, ordinateur, enfin maintenant on appelle ça un smartphone, qui consignait toutes les interventions à faire avec les temps de parcours évalués, la durée d'intervention évaluée. Ce qui fait qu'on n'avait pas à déborder. Sinon, si on débordait, on devait fournir des explications et ça pouvait mal tourner. Mais on pouvait au début rentrer ce qu'on voulait comme données, au niveau du passage, des temps horaires et tout a été automatisé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on était sur place, on connectait l'appareil au réseau de l'endroit où on allait et il y avait une prise horaire qui se faisait. Idem lors du départ. Parce qu'on faisait signer le client. Ensuite, les temps de trajet étaient calculés entre deux sites qu'on allait dépanner. C'était un temps de trajet évalué. Et à la fin, on nous a même rajouté une fonction GSM 3G, c'est-à-dire que au lieu de synchroniser ces données à l'atelier, ça se faisait en roulant, en voiture, quand on passait à proximité d'une antenne GSM. D'accord. Ce qui fait qu'on se retrouvait fliqué, même sur la route, avec ça. Oui, Marie Peset, je vous voyais, vous connaissiez malheureusement ce système. On voit cette accélération du rythme. Et là, encore une fois, avec comme outil l'informatique, qui est là pour... Jacques, est-ce qu'ils avaient prévu quand même des pauses pipi dans le fameux programme en question, parce que moi je disais non, c'était des robots. Il fallait pisser sur le téléphone dans ce cas-là. Oui, c'est ce qu'on pouvait. Ça aurait pu. Dès qu'on débordait, ça fallait fournir des explications. Puis c'était leur plaisir un peu à la hiérarchie de nous faire justifier de tout et de rien. Alors vous voyez pourquoi c'est intéressant d'être un salarié averti. Dans les prérogatives de l'employeur, il y a le pouvoir de direction du travail, le pouvoir
d'organisation du travail et le pouvoir disciplinaire. Alors, le pouvoir de contrôler le travail de son salarié, il n'est pas question de le dénier au chef d'entreprise. C'est bien normal qu'on contrôle son salarié. Mais il y a contrôle et contrôle. Et je me souviens de cette boîte de juristes où quand les jeunes juristes arrivaient le matin et qu'ils allumaient leur ordinateur et qu'ils ouvraient le premier fichier pour commencer à rédiger les contrats, il y avait un sablier qui s'affichait à l'écran et qui commençait à tourner. Histoire qu'ils comprennent bien que le temps tournait, mais qui continuait à tourner pendant la nuit, pendant qu'ils étaient partis dormir. Et donc, au fond, le lendemain, quand ils arrivaient, ils avaient perdu du temps à aller dormir. Tout ceci est bien évidemment une surutilisation du pouvoir d'organisation et de direction. Et donc, quand il y a dans l'entreprise des délégués syndicaux, des membres de CHSCT qui savent que mettre une telle pression sur le salarié va générer un stress chronique et donc contrevient à la prévention des risques psychosociaux, il y a dans l'entreprise à ce moment-là une remontée possible sur de tels outils. C'est quand même vraiment pas compliqué dans un cas de figure comme celui-là que le médecin du travail, les délégués... Là, je vous arrête tout de suite. Le médecin du travail dans cette boîte, il est salarié de l'employeur. Et alors, c'est pas parce qu'il est salarié de l'employeur qu'il ne fait pas forcément bien son travail. Il y en a qui font bien leur travail, même en étant salarié de l'employeur. Est-ce qu'ils ont l'indépendance nécessaire? C'est la question que dans les statuts. Non, il est dans les statuts, tout à fait autonome. Il est salarié protégé. Oui, ça c'est la théorie, mais en réel, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh ben, écoutez, peut-être celui-là, je ne le connais pas, mais il ne faut pas généraliser parce qu'autrement, du coup, on ne va pas le voir. Or, il faudrait, par exemple, que dans les suites de la mise en place de ce type d'outils un peu persécutoires, il faut que tous les salariés aillent le voir pour évoquer le stress que ça génère. C'est écrit dans votre dossier de médecine du travail. Si tout un service, toute une équipe va le voir, il est obligé de bouger à la fin de l'année. Alors, dans cette boîte, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de déplacer le médecin du travail en région, qu'il soit inatteignable. Mais encore une fois, il y a dans ce pays un tissu de prise en charge extraordinaire. Vous avez à côté des 34 consultations souffrance et travail, 50 services de pathologie professionnelle, où si vous n'avez pas confiance dans votre médecin du travail, ou bien il est trop loin, ou bien vous n'en avez pas, vous allez dans ces services. Ce sont dans les CHU des services aussi bien dotés que les autres services de spécialité, remboursés par la sécurité sociale, où vous pouvez raconter ce qu'on vous fait subir et qui peuvent intervenir auprès de votre organisation du travail. Manifestement, ça n'a pas suivi parce que cette façon de tracer le travail des gens et également les gens en même temps, ça va aboutir et ça va être généralisé dans un autre grand service de la même entreprise. Et oui, là, mais est-ce que petit, c'est carrément 90 000 smartphones qui sont déployés. Oui, mais est-ce que les acteurs dans l'entreprise se bougent? Est-ce que les délégués syndicaux font une enquête? Est-ce que les membres de CHSCT viennent vérifier dans quel état de stress cela vous met? Quand il y a un CHSCT dans cette boîte-là, quand il y a une demande d'expertise, le responsable du CHSCT est poursuivi au TGI par l'employeur. Non, attendez, là... vous prenez là ça va trop loin, il y a quand même la loi, le code du travail. Écoutez, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de membres de CHSCT qui font bien leur travail, qui eux gagnent au TGI contre les directions quand elles ne font pas le nécessaire pour qu'une organisation du travail ne soit pas pathogène. Merci Jacques pour ce témoignage. Il est minuit, merci d'écouter Europe 1, le journal présenté par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Quand le travail fait mal, on en parle avec mon invitée Marie Peuzet, qui est psychanalyste et psychosomaticienne et qui est l'auteur de 2 ouvrages. Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Journal de la consultation souffrance et travail. Et le deuxième qui s'intitule Travailler à armes égales, souffrance au travail, comment réagir? Les deux étant aux éditions Pearson. Alors Marie Peuzet, je voulais vous demander si les personnes les plus touchées par ce problème de souffrance au travail ont des caractéristiques communes. Vous parlez de salariés sentinelles.
Oui, on a longtemps pensé que c'était les salariés fragiles. En tout cas, c'est la thèse effectivement du management. Et bien souvent, dans une entreprise ou dans un établissement public, on dira mais elle est en train de divorcer, ou il a perdu sa maman, ou il est déprimé en ce moment. Nous avons constaté très rapidement que les salariés qui craquaient étaient les salariés les plus investis, ceux qui ne voulaient pas lâcher sur la qualité du travail effectué, et que donc de nouvelles organisations du travail plus rapides, plus intensives, ne donnant pas forcément les effectifs, les moyens, le temps de bien faire, abîmaient et qui craquaient avant les autres. Et donc, ce que nous développons dans nos formations dans les entreprises ou dans nos enseignements, en direction du management, parce que les managers sont des salariés comme les autres qui subissent eux-mêmes une pression gigantesque. Oui, j'ai un message justement là de quelqu'un qui est pas content, qui est manager, qui dit comment pouvez-vous être aussi caricatural, le management français, quand vous dites qu'il a jamais l'habitude de donner d'encouragement, mais oubliez-vous que les managers sont aussi des salariés qui ont énormément de pression. Il n'a jamais été question de séparer les managers de la masse des salariés. Ils ont leurs propres difficultés, leurs propres souffrances et malheureusement aussi leurs propres maladies, notamment les femmes cadres qui font à 40% des infarctus du myocarde. Nous avons mis en ligne 2 publications de The Science et The Lancet qui sont extrêmement impressionnantes. Elles développent, vous voulez dire, les mêmes pathologies que les hommes maintenant ? Mais elles font à 40%. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et les femmes, n'oublions pas, ont une double journée à charge. Ouais. C'est un peu comme le travail bien fait. La double peine des femmes est totalement invisible. Les femmes ont en charge encore, même si heureusement les pères français font beaucoup, tous les travaux domestiques et en tout cas la charge mentale de la gestion du foyer, beaucoup plus que les hommes. L'homme va travailler déchargé de cette affaire-là, mais pas les femmes. Et justement, les femmes, quand elles veulent progresser dans la hiérarchie, est-ce qu'elles doivent intérioriser les normes masculines ? Elles sont obligées. Regardez comment certaines de nos femmes ministres sont accros aux tailleurs pantalons gris et aux démarches militaires. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr qu'il faut neutraliser sa féminité plus on grimpe dans la hiérarchie. D'abord parce que il règne malheureusement un sexisme ordinaire dans l'organisation du travail en France, dont les femmes souffrent beaucoup, mais en se taisant, parce qu'elles veulent progresser et travailler quand même. C'est pas en diminution, ça, le sexisme dans les entreprises. Alors, bien au contraire. Et un sexisme ordinaire qui va de soi. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une femme, par exemple, sur un plateau, un open space, ingénieur avec des collègues masculins qui ont tous des images pornographiques sur leurs écrans de veille. Elle va aller se plaindre au chef de service qui dira « Oh, allez, c'est des gamins, c'est pas méchant ». Et je me souviens de l'une d'entre elles un jour qui, du coup, était allée chercher une image pornographique masculine pour faire comme ses homologues masculins. Elle avait reçu un avertissement disciplinaire. Elle avait été convoquée par le chef. C'était pas convenable, ça ne se faisait pas, on pouvait pas. Ça. Les hommes, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment de la discrimination de système. Et comment ? Mais c'est un peu comme les réunions placées à 18h le soir quand la femme rentre chercher ses enfants. C'est comme toute l'organisation du travail en France est au masculin neutre. Elle n'est pas faite pour la vie des femmes. Alors les femmes françaises travaillent beaucoup et font beaucoup d'enfants. Je trouve qu'elles sont très courageuses et qu'on ferait bien de se pencher sur ce courage qui leur coûte en santé, en fatigue et en maladies spécifiques, malheureusement. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez été confronté à un harcèlement de la part d'un supérieur hiérarchique ? Oui, absolument. Qui se traduisait comment ? Ça se traduisait, disons, par des objectifs qui étaient absolument insoutenables, quoi, qui n'étaient pas possibles à atteindre. Mmh. Vous aviez aussi des remarques sur la façon dont vous étiez habillé, je vois ? Oui, tout à fait. Ouais. On m'a dit, il faut pas vous mettre en jean, il faut changer de coupe de cheveux, faut pas mettre cette veste. Alors le jean, après tout, on peut entendre qu'il faut une tenue correcte et que le jean est peut-être trop assimilé à un certain laisser-aller vestimentaire, même si c'est de plus en plus répandu, mais ça dépend ce que vous faisiez. C'est vrai qu'au contact du public, peut-être dans certains secteurs, ça peut se comprendre en même temps. Tout à fait.
Ça, je peux le comprendre. En même temps, il y a des gens qu'on reçoit et qui vous disent j'aime pas du tout votre pantalon parce que vous êtes fringué trop bien à mon goût, etc. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Emmanuel ? À l'époque, j'étais conseiller financier. Conseiller financier. Oui. Dans un quartier très populaire d'une grande ville. D'accord. Et donc, il y a des gens qui se disaient, mais il a pris la grosse tête, pourquoi il met tel ou tel pantalon ou telle veste. Oui, vous étiez trop bien habillé, c'était un peu comme les prendre de haut, donc vous étiez plus proche des gens, vous en jean, mais bon. Il se disait, bon, il nous capte plus. Et donc... Et comment ça s'est passé alors pour vous ? Parce que vous dites c'était il y a 2 ans, c'était là que vous ne travailliez plus là dans... Si, j'ai retrouvé du boulot. Oui, mais pas avec eux alors ? Ah non, pas avec eux. Comment ça s'est passé ? Vous avez démissionné ? Ah non, j'ai été licencié. Licencié pour quelle raison ? Pour objectif non atteint. Ah oui, pour insuffisance professionnelle. Mais on voit bien comment les objectifs partout sont, vous le voyez, systématiquement inatteignables, comme si c'était la seule manière de motiver Mais les gens. Ça fait partie des techniques de management, ça, oui, de donner des... Bien sûr. Les techniques de management, encore une fois, c'est pas moi du tout qui l'invente. Je veux dire que les inspecteurs du travail qui analysent chaque année les grandes tendances des organisations du travail en France, ou bien les sociologues qui les étudient par questionnaire, sont ceux qui notent à quel point le management français éprouve ce besoin de donner des trucs à faire extrêmement difficiles que le salarié français n'arrivera pas à faire, du coup ne satisfera jamais son supérieur et sera toujours donc dans la critique. C'est embêtant parce qu'on entend bien à quel point le salarié, lui, comme le décrit Emmanuel, il est entre les injonctions du management et puis les attentes de la clientèle. Là, on voit bien qu'on attendait de lui d'endosser l'uniforme de certaines tribus financières et que pour plaire à sa communauté de pairs, il fallait qu'il déplaise à sa clientèle, alors que si on l'avait laissé trouver peut-être un compromis, une veste avec un jean, ça aurait mieux fonctionné. Je me souviens comme ça d'un salarié dans une... comment je vais appeler ça, dans une boutique qui vendait des choses. C'est suffisamment vague pour qu'on ne comprenne pas, tout va bien. Il avait l'injonction d'accueillir la clientèle avec une certaine phrase stéréotypée et il vendait en même temps des produits qui avaient un peu tendance à tomber en panne assez régulièrement. Et un jour, il voit rentrer un client à qui il a vendu la veille un des... truc en question, furieux, absolument furieux, le truc à la main, et donc il est là dans une injonction intérieure, soit je l'accueille en souplesse en lui demandant ce qui ne va pas, soit je récite la phrase qu'on m'a apprise. Or ce jour-là, il avait quelqu'un qui venait contrôler son travail dans la boutique en question, et il se devait donc, pour plaire à son employeur, de réciter la fameuse phrase d'accueil. Et il savait très bien que ça allait mal se passer. Effectivement, le client, entendant cette phrase d'accueil un peu ridicule, étant donné son mécontentement, lui a donné un coup de poing dans la figure. Mais il dit, je savais que j'allais recevoir un coup, mais je ne pouvais pas déplaire à... C'est terrible, voilà, d'être pris comme ça en étau. Mais vous en parlez, il y a un exemple, Joséphine, qui travaille dans la maison de retraite, où tout d'un coup, alors qu'elle faisait très bien son travail à l'accueil, à la réception, une nouvelle directrice arrive et lui donne lui met des phrases toutes faites dans la bouche et on a tous en tête des gens qui viennent nous démarcher pour telle ou telle chose au téléphone, et on a l'impression que ce sont des robots qui s'adressent à nous. C'est toujours, il y a un ton, il y a... Ce sont des robots, ils ont des scripts sur un écran dont ils ne doivent absolument pas s'écarter. Ils ont un ton qui leur a été enseigné dans un petit stage très court, et donc ils doivent respecter cette intonation. Oui, c'est ça. Ce que nous entendons tous les soirs au téléphone. Oui. Surtout ne leur accrochez pas au nez parce que ça leur coûte des avertissements. Un enfant qui pleure ou que vous êtes occupé sur une autre ligne.
Encore une fois, le management français pense que le salarié français doit faire ce qu'on lui dit. Oui, mais comment se rendent-ils pas compte ? C'est quand même par moments du bon sens. On se dit que c'est complètement contre-productif, ce ton comme ça, cette voix un peu fausse. Nous sommes 3e en productivité horaire au rang mondial. Et le management français pense que c'est grâce à de telles techniques de management que le français arrive à ce record. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il les contourne malheureusement et qu'il a ce souci, comme vous disiez, du travail bien fait plutôt qu'avec ces méthodes. Alors c'est là où encore une fois, je pense, les organisateurs du travail n'ont pas bien réfléchi que si demain les salariés français font la grève du zèle, c'est-à-dire s'ils enlèvent tout ce qui rajoute au travail prescrit pour que le travail se fasse, tout s'arrête en 20 minutes. Les usines, les boutiques, il n'y a plus rien qui fonctionne. Or ça, c'est un postulat que l'encadrement ne veut pas toujours entendre. Que si le travail arrive à se faire tous les jours, c'est grâce à tout ce que nous rajoutons. Mais c'est valable partout, et je ne parle pas des trombones ou des stylos qu'on apporte à l'hôpital parce qu'on n'a plus de fourniture. Je parle vraiment de tout ce que chacun d'entre nous met corps et âme dans son travail pour y arriver. Mais justement, les salariés qui souffrent, on l'a entendu là avec Emmanuel, parle beaucoup, ce qui vient en premier, c'est le harcèlement moral. Et vous êtes quelque peu réticente par rapport à cette notion. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je suis expert près la cour d'appel de Versailles. Oui. Vous savez, quand la loi sur le harcèlement moral est passée en 2002, la loi de modernisation sociale, c'était dans la foulée de la publication du livre de Marie-France Irigoyen en 98, et c'était extraordinaire. On introduisait dans le code pénal un nouvel article qui dénonçait le processus qui portait atteinte au psychisme des salariés français. Ce n'est pas rien, l'introduction d'un nouvel article dans le code pénal. Cela veut dire qu'une société est malade de ce nouveau délit. Mais quand on introduit un nouveau délit dans le code pénal, c'est comme pour tous les autres. Seul un magistrat peut qualifier une situation de harcèlement moral. Donc je supplie tous les auditeurs qui écoutent ce soir, arrêtez d'utiliser ce mot de harcèlement. Ce n'est plus un mot comme les autres. C'est désormais un article du code pénal. C'est comme tous les crimes ou les délits ou les infractions commises. Vous n'êtes pas juge, vous n'êtes pas magistrat. Même moi, dans une expertise, je ne l'utilise pas ce mot-là. Je parle de maltraitance, je contourne, j'utilise des métaphores, mais il ne faut pas utiliser ce mot-là. Pourquoi ? Parce que finalement, l'employeur est, depuis 2002 aussi, d'ailleurs, depuis les arrêts amiantes, en nécessité de préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Oui, c'est ça, et on se demande pourquoi il y a de telles dérives alors que c'est précisé quand même dans la loi. Et alors cette préservation de la santé, elle doit se faire en termes de résultats, c'est-à-dire que le chef d'entreprise français doit désormais faire de la prévention primaire. Il doit empêcher le risque d'arriver à son salarié. Il doit le protéger des toxiques, des émanations, de tout, y compris des risques psychosociaux, puisque maintenant on les appelle comme ça. Donc la loi sur le harcèlement, elle est incluse dans cette obligation de sécurité. Donc s'il y a une loi qu'il faut retenir, c'est celle que je donne, c'est le L4121. L4121. Potasser un peu cette loi. Il est écrit en toutes lettres dedans qu'il faut adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. C'est une loi magnifique qui permet aux chefs d'entreprise de faire de la vraie prévention primaire, de discuter avec les salariés de ce qu'ils rencontrent comme risque et d'essayer de les préserver. C'est une très grande chance, cette loi, de débattre tous ensemble du travail réel autour d'une table, surtout dans un pays où il y a autant de petites et moyennes entreprises. Et c'est une grande chance pour les managers qui ne la connaissent pas, cette loi, de pouvoir dire justement à leur direction qui leur impose d'exercer autant de pression, mais moi je ne peux pas parce que je vais rendre mes subordonnés malades. Et donc le chef d'entreprise va être inculpé pour avoir enfreint l'obligation de sécurité de résultat. Cela donne à tous un levier qui permet de situer le curseur un peu plus en amont qu'auparavant. Donc vous voyez, la loi sur le harcèlement moral, elle a tendance à nommer un bourreau et une victime. Or, je viens de vous dire que les fameuses victimes étaient des salariés sentinelles, que ces fameux managers n'étaient pas des bourreaux, mais eux-mêmes soumis à des injonctions. Oui, vous dites qu'il ne faut pas psychologiser la souffrance, la réduire à un simple conflit de personnes, que c'est l'organisation même du travail qui est en cause. Il faut remettre en cause l'organisation du travail. D'accord. Nous sommes en compagnie de Marie Peset ce soir sur Europe 1 et nous parlons de souffrance au travail. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche.
Quel est l'impact de l'organisation du travail sur de l'organisation du travail sur la santé des salariés? On en parle avec mon invité Marie Peuzet et vos témoignages au 39 21. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Bonsoir Florian. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame Peuzet. Bonsoir. Donc moi je vous appelle, j'ai un témoignage assez différent de ce qui a été entendu pour le moment. En fait, pour faire court, j'ai travaillé pendant 7 ans pour un premier employeur qui m'a beaucoup reconnu. En 7 ans, j'ai évolué 3 fois de responsabilité. J'ai terminé en étant en charge de 6 personnes. Et c'était en fait le client d'une grande entreprise. Oui. Et j'ai été, dans le cadre de mon emploi, j'ai été repéré par une des personnes de la grande entreprise qui était notre fournisseur et qui a fait en sorte en fait de me débaucher, ce qui pour moi me convenait très bien puisque mon but c'est le secteur d'activité qui me correspond et qui m'intéresse, et donc j'ai accepté cette proposition. Finalement, il s'est passé que mon premier employeur a demandé à ce que je ne sois pas, naturellement pour les questions de concurrence et autres, employé directement dans la région dans laquelle j'étais. Ah oui, bien sûr, oui. Voilà, ça je le comprenais tout à fait. Et oui. Donc, on m'a finalement proposé un poste dans une direction centrale du grand groupe qui semblait tout à fait intéressant, qui impliquait un déménagement. J'ai en revanche eu toutes les chances d'être logé par mon nouvel employeur sur Paris, donc. Et j'occupe cette nouvelle activité depuis maintenant 2 ans. Et en fait, il s'avère que malheureusement, ma nouvelle activité dans le nouveau groupe consiste à ne vraiment pas faire grand-chose. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis passé d'un poste... mon dernier poste, si vous voulez tout savoir, je remplaçais une personne dans une collectivité publique qui était partie en burn-out, qui justement était arrêtée pour burn-out. Ah oui. J'ai occupé un poste de chef de service et dirigé 6 personnes. Et finalement, maintenant, je me retrouve dans un bureau central d'une grande entreprise. Et dans un placard non. Où on m'occupe, en fait, si vous voulez, je remplace une personne qui, avant de partir à la retraite, occupait ce poste-là à mi-temps. Moi, en fait, les activités liées à mon poste actuel m'occupent, si je vais être très large, je dirais 2 jours par mois. Et je fais très bien mon travail. D'ailleurs, on me dit que c'est très bien. Parlez bien dans le téléphone, Florian, je vous perds là. Oui. Donc, je travaille Vraiment, je suis occupé 2 jours par mois. Et le reste du temps Et le reste du temps, mais je m'ennuie beaucoup. Mais c'est incroyable parce que on vous a débauché. Enfin, vous dites qu'on est venu vers vous chercher et pour vous filer si peu de travail. Voilà. Alors on est venu vers moi. On m'a proposé un premier poste, mais qui n'avait pas directement à faire avec le poste que j'occupais du côté client auparavant. Au contraire, c'était un autre domaine d'activité. Oui. Mais comme mon premier employeur avait demandé à ce que je ne sois pas embauché sur cette région, on m'a proposé autre chose. Oui, j'ai compris. Oui, c'est pour il y a une clause de non-concurrence. Tout à fait. Donc j'aurais été, je pense, sur le premier poste proposé là, au moment où la personne qui voulait me débaucher me proposait un poste qui était beaucoup plus dans mes capacités et puis qui m'aurait occupé facilement 40 heures par semaine. Ouais. Marie Peuzet, c'est quand même très déprimant de se retrouver dans un poste où on travaille 2 heures par mois et le reste du temps on s'ennuie. C'est comme avoir trop de travail, ne pas en avoir assez, tout aussi délétère, surtout quand on est, comme a l'air de l'être Florian, plein d'énergie. Vous êtes jeune, 32 ans. Enfin, bon. Mais par contre, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'est joué quelque chose au moment où votre ancien employeur a fait jouer la clause de non-concurrence et que du coup, on vous a casé en remplacement de celui qui partait à la retraite? Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit que j'en ai pour 3 ans, que j'aurai autre chose après. Mais ce que je vois, en fait, c'est que les 3 ans vont être vraiment durs à tenir. Vous n'y arriverez pas. Non, j'ai eu pendant les 7 premières années chez mon premier employeur, j'ai débuté chez le premier employeur. J'ai fait 7 ans, j'ai jamais été en arrêt de travail. Là, en fait, il s'avère que dans les 1 an et demi, 2 ans que j'ai fait actuellement, j'ai eu une double hernie discale. J'ai été arrêté pendant 4 mois et puis finalement,
Rien ne s'est passé. Je reviens au travail, j'ai même pas 20 mails, alors qu'autrement j'en avais 100 par jour. Enfin, votre corps s'exprime à un moment, il y a quelque chose aussi. Ça. À côté, ce que je vois maintenant, c'est que j'en arrive à... Entre midi et 2, des fois, j'ai pas faim, alors je vais boire un verre, et puis finalement, j'en bois 2. Je reviens l'après-midi, je me mets en congé parce que je vois bien que j'ai rien à faire et que je suis plus en état de travailler. Mais c'est très déprimant. Vous les 3 ans, donc vous n'avez pas demandé une formation au moins pour vous occuper Vous ne pouvez pas demander une formation à l'entreprise? Ce qu'il y a, c'est que j'ai demandé un certain nombre de choses, donc notamment par exemple une formation, et puis finalement, pareil, on me dit que je serai formée dans 3 ans. Que pour le moment, j'ai ce passage. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit dans les entretiens d'évaluation que vous avez eus? Dans les entretiens d'évaluation, alors on me récompense tout à fait pour mon travail. On dit que je fais tout parfaitement. J'ai droit au plus haut niveau de prime. Donc, encore une fois, de ce côté-là, j'ai absolument pas à me plaindre. Sauf que, par exemple, à ce moment-là, j'en parle à mon N+1 en lui expliquant qu'au-delà de ce qu'on me demande de faire, j'ai aussi fait un certain nombre de notes sur des sujets que je sais d'actualité pour l'entreprise, que je vois bien que ces notes-là ne montent pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a autre chose où je peux me rendre utile? Alors on m'a proposé de me mettre, on m'avait proposé à ce moment-là, comme j'avais un peu rouspété entre guillemets, de me mettre à mi-temps dans une filiale pour que je puisse travailler à mi-temps pour cette filiale. Finalement, ça ne s'est jamais fait, donc j'en suis toujours au même niveau et au même demande que... Oui, il y a un problème là. Non, mais il faut pas rester, parce que vous voyez, vous étiez dans une entreprise plus petite où vous pouviez vous démultiplier sur plein de postes et ça avait l'air de bien vous réussir de fonctionner comme ça, alors que dans une grande entreprise où les postes sont très définis, vous êtes immobilisé dans votre trajectoire et vous dépérissez. Il y a du travail ailleurs pour des gens comme vous, hein, plein d'énergie. Oui, quel gâchis, là, on a envie de dire en vous écoutant. C'est une hésitation que j'ai, effectivement. Alors, bien sûr, il y a... Côté, quand je mets à peser le pour et le contre, il y a alors, dans le pour, il y a un tas d'avantages. Cette entreprise-là a un certain nombre d'avantages. C'est une grande entreprise. Je suis, par exemple, logé par mon employeur sur Paris, ce qui doit être le cas de très peu d'auditeurs. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et c'est une entreprise où il n'y a pas de crainte d'avenir d'emploi et autres. Mais le gros point, moi, qui fait que pour le moment je bouge pas, c'est que c'est vraiment un secteur d'activité assez précis qui correspond à celui dont, je vais dire, depuis que je suis rentrée au collège en 6e, je sais que je rêve de faire ça un jour. Mais vous dépérissez là en même temps. Oui, pour le moment, oui. Vraiment. Est-ce que vous avez parlé au médecin du travail de votre situation ? Non. Vous devriez le faire, parce que peut-être lui peut suggérer, mais comme une prescription, qu'on vous envoie en formation. Après, auquel cas l'employeur sera obligé de le faire. C'est important ça. Ça ouvre une piste, au moins que ce temps-là ne soit pas un temps inutile. Ça ouvre une piste très sérieuse. Le souci que j'ai, c'est un peu comme Jacques, chez mon employeur actuel. J'ai tendance à me méfier parce qu'effectivement la médecine du travail est également directement au sein de l'entreprise. Oui, c'est ce qu'on appelle des services autonomes, mais vous savez, un médecin du travail est d'abord soumis au secret médical. Donc avant d'être soi-disant à la botte de l'employeur, il est d'abord... C'est vrai que, contrairement à Jacques, par exemple, je suis le seul dans mon cas. Par exemple, mon open space actuel dans ma direction, quand je vois mes collègues, ils peuvent être le soir jusqu'à 22h à avoir des dossiers très importants à gérer. Oui, mais c'est là où il y a quelque chose qui fonctionne pas. Eux, ils croulent sous le travail et vous n'en avez pas. J'ai un peu peur aussi d'aller voir. C'est un peu pervers comme organisation. Parce que la situation est vraiment atypique. Et je me dis, mais le médecin du travail sera très sensible au désœuvrement dans lequel on vous maintient. Et puis, je ne sais pas ce que ça cache. Est-ce que c'est pas un moyen de le pousser à partir, dit First Lisa? Enfin, c'est bizarre en tout cas. Oui, non, je pense pas, parce qu'on m'a même déjà annoncé des postes, justement, mais on me dit, en décembre 2014, tu seras à tel endroit, à tel poste. Est-ce que ça a à voir avec votre âge, Florian? Est-ce que les autres sont en poste plus tard que vous et on vous fait patienter?
Alors, les autres personnes autour de moi dans ma direction actuelle sont tous beaucoup, beaucoup plus âgés. Hein. Voilà. Moi, j'ai atterri dans une direction où les gens ont en moyenne 45-50 ans. Oui, alors ne cherchez pas. Je pense qu'on vous fait tenir jusqu'à ce que vous ayez un âge raisonnable, parce que vous êtes très jeune. Oui. Et on doit hésiter à... Mais vous voyez, quel gâchis dans ce pays, entre ceux qu'on fait trop travailler. C'est pénible, parce qu'à côté, moi, je n'arrive pas à rien faire. Donc, moi, je m'occupe... c'est pour ça, mais c'est très déprimant. Je m'occupe, je regarde la revue de presse, je regarde beaucoup tout. Ouais, mais enfin, ça va, hein, si vous faites ça 8 heures par jour. Non mais Florian, on vous sent très actif, on vous sent très dynamique, très enfant. Vous et là vous vous rétrécissez dans ce poste-là. C'est vous. Je fais des notes fictives parce que j'ai peur de plus savoir en rédiger. Vous voyez, enfin je veux dire, je trouve que vous perdez toute estime de vous-même et vos compétences, comme dit Marie Peset. Donc à un moment, il est temps de réagir. Au moins, allez en parler. Allez voir le médecin du travail. Voyez ce qu'il peut faire pour vous. D'accord. Merci beaucoup, Florian. Et vraiment bon courage à vous. Oui. Au revoir. Au revoir. Je voulais quand même revenir un petit peu sur les méthodes de management, parce que vous parlez, vous dites qu'il y a une dérive des valeurs, que le cynisme et l'agressivité dans certains guides de management sont érigés en vertu, et que même le courage est détourné, c'est-à-dire que le courage, c'est, vous semblez dire, supporter la souffrance d'autrui. Autrefois, Rodrigue as-tu du cœur, le courage, c'était la force d'âme. De nos jours, avoir du courage en tant que cadre supérieur, c'est essentiellement avoir la capacité à supporter la souffrance qu'on va infliger parce qu'on va faire des plans sociaux, parce qu'on va faire des frappes chirurgicales dans la masse salariale, puisqu'on appelle ça maintenant comme ça, pour que ça ne ressemble pas à des êtres humains. Il est évident que le cynisme a remplacé l'ancienne définition du courage. Et c'est important quand vous dites même les termes, on parle de masse salariale, c'est bon, on est englobé dans une masse. Vous dites que on parle plus d'organisation du travail mais de management, plus de direction du personnel mais de ressources humaines, et tout ça, ça a une portée symbolique, dites-vous. Ah mais attendez, changer les mots, c'est pas simplement le papier cadeau qui a changé de couleur. Le Conservatoire national des arts et métiers s'appelle maintenant l'école management et société. Ah oui, en effet. Vous pensez que ça ne change pas les contenus ? Bien sûr. Il n'y a plus le mot métier dedans. Bien sûr. Vous voyez comment dans ce pays la notion de travail passe à la trappe ? On a beaucoup dit vivement la fin du travail, ce sera la civilisation des loisirs, sans se rendre compte de l'importance du travail dans la préservation de notre santé, à la fois individuelle mais sociale. Regardez ces banlieues où 2 ou 3 générations n'ont pas de travail et à quel point la violence y règne. Qu'est-ce qu'on a inventé de plus important ? Regardez Florian, à quel point il est malheureux de ne pas mettre à l'épreuve cette énergie considérable qui est en train de le consumer. Oui, c'est ce que vous dites bien, c'est-à-dire que vous tapez pas sur le travail, vous dites qu'au contraire, c'est un facteur d'accomplissement, d'épanouissement, c'est essentiel, ça nous structure même dans notre identité. On voit bien, on n'a pas parlé, mais des gens qui sont au chômage, à quel point ils sont dans un désespoir. Est-ce que les troubles d'ailleurs qu'ils présentent sont similaires à ceux des salariés qui souffrent dans leur travail? Ce ne sont pas exactement les mêmes tableaux cliniques, puisque les causes ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, pour les gens qui n'ont plus de travail, les promesses du travail ne sont pas tenues. Or, les promesses du travail, c'est gagner sa vie. Dans un pays où nos jeunes peuvent ou se loger ou se nourrir, on voit bien ce que c'est, gagner sa vie. C'est sortir de chez soi et aller vers les autres. Et alors, quand vous n'avez plus de travail, vous vous désocialisez. C'est apprendre le vivre ensemble et la solidarité. Et puis, c'est surtout se produire soi-même. Parce que vous avez entendu dans tous les témoignages, les gens veulent être utiles et ils veulent faire du beau travail. Il faut qu'on reconnaisse leur existence au monde parce qu'ils y apportent leur pierre tous les jours. Oui, on a beaucoup de personnes qui disent très investies, très consciencieuses, avec ce désir de bien faire. C'est ce qui est frappant dans tous les témoignages que l'on entend ce soir. Je vous assure. Il y a un vrai gâchis. Les salariés français ont cette particularité. C'est important de le souligner. Bonsoir Aude. Bonsoir. Bonsoir Mme Dublanche et bonsoir Mme Peset. Bonsoir. Déjà, je suis extrêmement émue de passer. Je vous remercie beaucoup de me laisser l'occasion de parler. Donc, je m'appelle Aude, j'ai 33 ans et je suis cadre en ressources humaines.
la première chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais remercier Madame Peset parce que grâce à elle, en fait, le docteur Font-Lebré a écrit la préface de mon témoignage, donc qui s'appelle « Quand le travail vous tue » et qui paraît le 23 mai prochain. Et il s'agit d'un témoignage sur mon burn-out qui m'a poussée à faire une tentative de suicide. Donc déjà, je voudrais vraiment la remercier. Et c'est un peu compliqué de résumer mon expérience, mais... J'imagine que ça doit être effectivement très dur pour vous de résumer ce qui vous a amené à ce geste ultime. Pour autant, je vais quand même vous demander d'essayer de le faire parce qu'il y a encore de nombreuses personnes qui souhaitent témoigner au 3921, Aude. Merci. Oui. Alors, comment suis-je arrivée là ? En fait, je prends conscience aujourd'hui du nombre de signaux qui sont déclenchés et cumulés durant cette période. Et en fait, j'ai pas voulu y accorder d'importance sous couvert de performance. Je me suis crue hypocondriaque parce que j'arrivais pas à comprendre mon état de santé qui se détériorait. J'ai toujours été quelqu'un de dynamique, active, énergique. Et j'ai très souvent été malade pendant mes jours de repos. Et je me disais même d'ailleurs que autant aller travailler parce que là, au moins, je suis en forme. Et si je peux dire aux auditeurs de faire attention, je voudrais même leur dire qu'ils doivent faire attention aux signaux physiques. Parce que moi, par exemple, j'ai pris plus de 18 kilos durant cette période avant que j'aille voir mon médecin du travail. J'ai eu un trouble musculo-squelettique qui a été que j'ai déclenché. Ce qui se déclenchait dans mon corps, c'est une névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire que j'avais une décharge électrique qui allait du haut de ma nuque jusqu'au bras gauche. J'ai perdu le sommeil parce que j'étais tellement chargée au niveau de mon poste, parce qu'en ressources humaines, il y a 2 postes. Il y a des postes qui sont spécialistes, où vous avez quelqu'un qui est spécialisé dans le droit du travail, quelqu'un qui est spécialisé dans la paye. Et moi, j'avais un poste généraliste qui me demandait de travailler sur plusieurs domaines, dont le recrutement. Enfin, vous étiez dans les ressources humaines, je précise. Oui. Donc, quand on voit le tableau clinique que vous décrivez, tout à fait alarmant, d'épuisement, et puis où vous avez quand même fait une TS. Marie Peset, je voulais vous demander, est-ce que ça se multiplie malheureusement, les TS sur le lieu de travail, vous dites que vous parlez de suicide dédicace. Oui, nous classifions les suicides par couleur, non pas parce que c'est plus drôle, mais parce que ça les dit bien au travail. Les suicides rouges, c'est suicides dédicacés, c'est les suicides entre guillemets, c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est les suicides un peu militants du salarié qui se dit quand je serai mort dans l'entreprise, on va parler après. Alors qu'en fait, vous avez vu combien il en a fallu pour qu'on parle dans certaines entreprises. Mais en même temps, ce constat est terrible, mais est-ce que pour autant la prudence n'est pas de mise parce qu'on sait que les causes d'un suicide sont complexes et nombreuses? Ah, mais vous ne trouverez pas un clinicien digne de ce nom qui vous dira qu'un suicide n'est pas plurifactoriel. Ouais. Mais là, on va retomber sur la loi. Je vous parlais tout à l'heure du L4121. Oui. L'employeur doit préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Donc, s'il a quelqu'un avec un tempérament dépressif dans une de ses équipes et qu'il le place dans une organisation du travail pathogène, qu'il lui change par exemple son logiciel de prise de rendez-vous sans lui donner suffisamment de formation ou de temps pour s'y adapter, et qu'il le secoue trop vite et que ce salarié fait une tentative de suicide, l'organisation du travail sera quand même responsable. Parce que ce que dit la loi, c'est que la cause n'a pas à être suffisante, il suffit qu'elle soit partiellement impliquée dans la tentative de suicide. Et donc, ce qui pèse sur l'employeur est exorbitant, j'en conviens, mais n'empêche que c'est la loi. Et de toute façon, avant même le passage à l'acte suicidaire, il y a tous ces pétages de plomb que d'ailleurs même les médecins conseils de la sécurité sociale conseillent de classer en accident du travail sous l'intitulé que je vous donne maintenant et qui est important de retenir, état de stress aigu, ESA. État de stress aigu.
tous les pétages de plomb doivent être diagnostiqués de cette manière-là, déclarés en accident du travail. Si l'employeur n'est pas d'accord, je rappelle que le salarié peut déclarer un AT tout seul. Il suffit qu'il aille sur Internet pour télécharger, l'imprimer sur le site Adélie. Il a 2 ans pour déclarer un accident du travail, le salarié. Et ensuite, la sécurité sociale fait son enquête. Elle interviewe l'employeur, les cadres, les collègues, le salarié en question, et ensuite elle rend sa décision. Donc il faut laisser faire la sécurité sociale, ils font très très bien leur métier. Mais au moins, quand c'est un accident de travail, il y a une répercussion dans l'entreprise. À la fin de l'année, on peut dire, tiens, il y a eu 50 ESA, il faudrait peut-être qu'on s'interroge sur tous ces pétages de plomb, il y a quelque chose qui ne va pas. Au moins, ça peut être discuté dans l'entreprise. Donc avant même d'en arriver à une tentative de suicide, qui elle nécessite, on le sait, de porter plainte, ou en tout cas qu'elle soit reconnue comme un accident du travail, ce qui n'est pas forcément simple. Il faut un avocat. On n'est pas forcément en état à ce moment-là de constituer le dossier. Voilà. Avant ça, il faut faire de la prévention primaire. Merci. Et j'aurais une question en fait précise pour Madame Peuzet. C'est quel conseil donneriez-vous aux cadres managers pour éviter qu'eux-mêmes soient victimes du syndrome d'épuisement professionnel ? Écoutez, il faut qu'ils revoient leur posture héroïque. C'est comme ça que nous l'appelons. Ce besoin qu'a le cadre de se donner à fond, de prendre sur ses épaules la charge de son équipe, de la préserver. On leur conseille de lire ce qu'ils risquent en termes de santé, d'accidents cardiovasculaires notamment sur le site, pour les alerter sur leur propre santé. D'accord. Voilà, merci Aude. Merci Aude, bon courage à vous. Merci. Alors là, je reçois un message par SMS de Kamel qui me dit « J'ai un CDI, je suis aide cuisinier à temps complet, je travaille 300 heures par mois, je fais environ 148 heures d'heures supplémentaires et je ne suis payée que 159 heures. Comment faire pour prouver mes heures et mes droits ?» Je ne sais pas s'il travaille dans une grande structure ou dans un petit restaurant. Ça, il ne nous précise pas, oui. Ce qui fait une sacrée différence sont des métiers très durs, où on demande un engagement sans faille. Donnez des exemples dans votre livre, ils ne m'auraient pas tous été frappés. Qui fait quasiment partie d'ailleurs de la formation professionnelle, cet engagement forcené. Est-ce qu'il est tout seul ? Est-ce qu'ils sont nombreux à subir ça ? Vous savez, c'est au cas par cas. Qu'il aille voir l'inspecteur du travail et puis qu'il demande un peu des renseignements et qu'il explique sa situation. Et il y a Christophe qui vous demande par mail si vous pouviez redonner les coordonnées de votre site. Je sens qu'il va être très très consulté. Il est déjà ce site, mais il est vraiment très bien fait et très utile. Alors c'est le site souffrance-et-travail.com. Souffrance et travail.com. Vous tapez Marie Peuzet sur Internet, vous êtes et vous tombez dessus forcément. Bonsoir Suzanne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous ai appelé parce que je suis concernée par le thème de ce soir, sachant que je vous écoute chaque soir en m'endormant. Merci beaucoup. Vous êtes cadre ? Vous êtes cadre ? Oui, je suis cadre expert dans une société, c'est-à-dire que je n'ai pas de management direct. Nous sommes donc chargés de projets, chaque cadre expert, avec énormément de charges de travail. Une charge de travail qui, d'ailleurs ça m'a fait sourire, une charge de travail qui ne s'arrête pas, une charge de travail qui est en essence en perpétuelle réorganisation, et nous avons la notion, de surcharge mentale. Tout à l'heure, donc Madame Peuzet en parlait. Oui. Au jour d'aujourd'hui, sur cette notion de surcharge mentale, dans laquelle on nous demande d'aller dans différents outils tout au long de la journée. On doit aller dans tel outil, dans tel autre outil, dans tel outil. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai 52 ans et que je vieillis ? Mais il y a 20 ans, quand on avait une surcharge de travail ou qu'on décidait d'avancer un dossier, on arrivait à dépoter un dossier, entre guillemets. Au jour d'aujourd'hui, on n'y arrive plus parce qu'il faut passer par tel outil, avoir tel mot de passe ailleurs, aller dans tel autre outil. Donc, avec énormément de reporting de partout, quoi. Donc, par rapport à toute cette surcharge de travail, pendant 30 ans, j'avançais, j'étais heureuse, je me disais je suis la meilleure, etc. Et j'acceptais le travail.
Et aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas aidant de prendre trop de travail. Donc, à 50 ans, je découvre qu'il faut savoir dire non. Et ça, c'est très difficile. Et c'est difficile parce que pour autant, vous dites, moi, il y a eu des débordements pour gérer ce stress. Vous avez. Voilà. Alors, pour gérer ce stress, mes débordements, ça a été les antidépresseurs pour les gérer, n'est-ce pas? J'ai pas de choix. Et puis, il y a 3-4 ans, je me suis rendu compte 2-3 fois, j'ai eu tendance le soir, donc après la journée de travail, de décompresser en prenant un apéritif et puis en prenant 2. Et puis, je me suis fait peur parce que 2 ou 3 fois, je me suis réveillée en me disant, mais en ne me rappelant plus de ce que j'avais fait. Donc, je vis en famille. Donc ça m'a fait peur et j'ai dit il faut te prendre en main et je suis allée voir un spécialiste à l'extérieur. Vous avez bien réagi, Voilà, j'en ai parlé d'abord avec mon médecin traitant, bien sûr. Et puis donc je vois une personne qui fait de l'analyse transactionnelle. Sourire parce que j'utilisais ça dans mon travail, mais bon. Là, vous l'utilisez pour vous. Voilà, je l'utilise pour moi. Donc, je suis allée voir cette personne. Et puis, au niveau du travail, c'est un tabou, le mal-être, entre guillemets. Donc, le médecin du travail, je n'ai absolument pas confiance dans le médecin du travail. Je ne ressens aucune aide vis-à-vis avec un entretien avec cette personne. Les membres du CHSCT, ce sont des gens qui sont cadres comme moi et tout. Je ne veux pas montrer une défaillance. Surtout moi-même ayant participé à des CHSCT où après, de toute façon, indirectement, on sent que les gens sont jugés. La seule personne avec qui on peut faire confiance, c'est le médecin conseil. Et le médecin conseil, on ne voit que si on est en arrêt maladie. Et bon, je ne suis pas en arrêt maladie, voilà. C'est intéressant le témoignage de Suzanne, parce que j'imagine qu'elle ne doit pas être la seule, vous avez le courage d'en parler, mais est-ce que justement ces troubles liés au travail peuvent conduire à des conduites d'addiction, finalement, de s'alcooliser pour tenir, pour décompresser prendre de la drogue. On dit souvent qu'on emporte l'alcool au travail, mais l'alcool amène au travail. Le travail amène à l'alcool aussi, malheureusement, et chez les femmes qui du coup essayent de se ressaisir. Mais enfin, moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est qu'au fond, vous allez travailler dans ce climat de dissimulation de votre identité authentique. J'entends cette lassitude dans votre voix qui m'inquiète. Le médecin du travail peut vous aider comme il aide les autres salariés. Les membres des CHSCT sont des cadres, ils sont probablement aussi fatigués que vous. Et si vous pouviez tous, au lieu d'être dans cette posture héroïque, mettre en commun votre épuisement, en discuter véritablement, ça n'est pas vrai que la souffrance au travail est tabou. On en parle vraiment partout. J'étais il y a quelques jours avec 200 chefs de projet, des cadres sup d'entreprises qui étaient venus écouter une conférence sur la souffrance au travail et qui découvraient les lois, les acteurs de l'entreprise, ce qu'on peut faire et qui disaient tous à quel point ils étaient épuisés. Oui. S'il y en a dans l'entreprise qui peuvent se saisir de cet enjeu parce que vous êtes à des postes importants et que vous avez les moyens de vous en emparer, c'est vous. Alors qu'individuellement il y ait le sentiment de honte, mais peut-être que ça pourrait être mis en partage par le biais justement du L4121. Mettez ça sur la table au cours d'un CHSCT et puis ça permettra de prendre en charge ce que vous ressentez, ce que les autres ressentent aussi probablement. Parce que l'analyse transactionnelle, c'est bien, j'ai rien contre, mais améliorer les techniques de management pour qu'elles soient moins pathogènes, réintroduire des moments de pause, parce que travailler autant, c'est contre-productif, vous l'avez dit, on n'est plus bon cognitivement, on n'arrive plus à dépoter les dossiers. Alors, il faut arriver à prouver ça à l'employeur et encore une fois, on peut. Oui, vous nous appelez, c'est ce que j'aime chez vous, à nous mobiliser, à aussi être plus solidaires et à agir finalement. Bien sûr, on ne va pas attendre que les directions pondent les Parce qu'on c'est ça, trop psychologiser la souffrance, on n'agit plus aussi sur un plan collectif. Merci beaucoup Suzanne d'avoir eu le courage d'en parler ce soir. Bonne soirée à vous. Je voulais vous demander quand même, est-ce qu'il y a des employeurs, des dirigeants qui sont
conscients que certaines techniques de management sont contre-productives et qui ont à cœur d'améliorer, de changer, parce que on sait que les entreprises soucieuses du bien-être des salariés ne sont pas moins performantes. Au contraire, les salariés heureux seraient plus productifs. Non, mais je vais vous dire, non seulement elles ont conscience, mais elles ont l'obligation légale de faire attention à ces techniques de management pathogènes. Je viens de vous le dire, c'est la loi prévention primaire. Tout faire pour qu'un salarié ne tombe pas malade, ni physiquement, ni psychiquement. Moi, ce que je constate d'abord, c'est que la prise de conscience, maintenant, elle touche absolument tous les secteurs socio-professionnels. Il faut se souvenir qu'en France, il y a en majorité des petites et des moyennes entreprises, hein, et que là, les patrons, ils sont aux premières loges, ils travaillent avec leurs salariés. Ils ont le même cœur de métier, ils souffrent aussi. On voit beaucoup de direction bicéphale. D'un côté, vous avez le chef d'entreprise, souvent de bonne foi, avec des managers qui n'en peuvent plus et qui sont soucieux de réintroduire des solutions, mais lesquelles ils savent pas, parce qu'ils ont acheté ces organisations du travail clé en main. Et puis de l'autre côté, les directions financières, qui elles sont dans les coupes, dans la masse salariale, comme j'ai vu il y a pas très longtemps dans une entreprise que je peux pas citer où je fais une formation. D'un côté, on supprime la galette parce que ça va faire une économie, et de l'autre côté, dans l'accord sur le stress au travail, il y a une page entière sur la réintroduction des temps de convivialité. Vous voyez, il y a même dans une entreprise de contrôle qualité, il y a une directrice de la convivialité qui a été nommée. On tombe dans quelque chose d'assez fou, non? Là, c'est vraiment là, c'est. Enfin, où est le côté spontané? Oui, il y a un côté surréaliste que quelqu'un ait ce poste-là. La convivialité ne peut pas être stratégique, elle n'est pas programmable, pas plus que la spontanéité des scripts écrits sur les écrans. Elle naît toute seule quand il y a une ambiance solidaire dans une entreprise. Oui, mais vous dites justement, j'ai relevé que souvent les dirigeants ne savent plus constituer des entreprises. Alors on sait bien qu'il y a ces fameux stages où on part, où on se rassemble, on parle, on est on fait des séminaires et autres, mais qu'au quotidien, c'est comme s'ils étaient démunis, qu'ils ne savaient plus constituer des équipes. Comment on constitue une équipe? Une équipe, c'est essentiellement le partage des règles de métier. Et si vous avez confiance dans les règles de métier de l'autre, vous pouvez travailler avec lui, même si vous le connaissez pas bien. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit lentement, sûrement pas à coup de stage dans des relais châteaux le week-end, et qui peut pas se construire si on passe son temps à défaire les équipes pour restructurer et en fait déstructurer. Un petit message par SMS qui dit: le personnel intérimaire est-il protégé par ces lois contre la souffrance au travail? Je suis intérimaire depuis 1994 et parfois je suis soumise à rude épreuve morale pendant des missions longues et j'ai pas la suite. La société d'intérim refuse que je cesse. Je n'ai pas la suite, c'est limité à 160 caractères. Mais est-ce que ces lois valent aussi pour le personnel intérimaire? Évidemment, la loi s'applique à toute personne française ou étrangère qui travaille sur notre territoire. Elle s'applique aux sous-traitants, elle s'applique aux intérimaires dans le public, dans le privé. Je vous en supplie, salariés français, devenez des salariés avertis. Renseignez-vous, lisez. Il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup de choses qui existent quand même. Il y a toute une protection. Il suffit de s'en servir collectivement. Oui, c'est important. Et c'est ce que vous rappelez vraiment. Il y a des livres où c'est très très bien fait. Travailler à armes égales, souffrance au travail, comment réagir, aux éditions Pearson. Et puis, je rappelle, dans Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. Là, vous faites plus un constat. Et c'est vrai, un constat très accablant. Je comprends que vous ayez eu envie d'écrire la suite pour dire comment on peut en sortir. S'il fallait retenir deux choses de cette soirée consacrée à la souffrance au travail, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Marie, avant qu'on se dans la loi un article que j'aime beaucoup qui dit que chacun d'entre nous, chaque salarié est responsable de sa santé et de celle de ses collègues. C'est cet article-là qu'il faut que nous acceptions de rendre vivant. Oui, donc c'est à nous tous aussi de nous mobiliser et peut-être d'être un peu moins individualistes que nous le sommes dans le monde du travail. Et un peu moins infantilisés. Oui, alors ça serait important parce que ça serait vraiment, ça s'adresse à la psychanalyste que vous êtes. Il y a aussi, si le travail fait autant souffrir, n'est-ce pas parce qu'on en attend beaucoup, peut-être beaucoup trop, de la reconnaissance aussi?
Et presque trop, peut-être, de notre patron, de nos collègues. L'être humain attend de la reconnaissance toute sa vie. C'est même le premier acte d'inscription dans l'état civil, la reconnaissance. Donc c'est logique qu'un être humain attende de la reconnaissance pour tout ce qu'il apporte à l'organisation du travail. C'est la moindre des choses. Et ça ne coûte pas 1 euro. Oui, donc on pourrait dire peut-être aux dirigeants qui écoutent aux managers de valoriser aussi le travail quand il est bien fait. Oui, et puis de cesser de donner des objectifs que le salarié ne peut pas atteindre et du coup on ne pourra pas lui dire bravo. Merci beaucoup Marie Peset. Rappelons le site que l'on peut consulter qui est encore une fois vraiment très bien fait. C'est par secteur d'activité. Il y a tous les outils, toutes les solutions pour se défendre. souffrance-et-travail.com. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et du travail de nuit, hein, pour une fois. Voilà, merci d'avoir été là. Merci encore une fois à vous tous pour tous vos témoignages nombreux au 3921. Désolée pour ceux que nous n'avons pas pu passer. Vous étiez très très nombreux, mais vous pouvez aller consulter le site de Marie Peset et y trouver certainement toutes les réponses que vous souhaitez. Très belle nuit à vous. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.